Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons étudier le mécanisme des sémaphores dans MicroC OS 2. Pour rappel, un sémaphore permet de protéger une ressource partagée entre plusieurs tâches. Quelques primitives sont associées à l'utilisation d'un sémaphore, notamment l'opération P, qui consiste à prendre le sémaphore, et l'opération V, qui consiste à le restituer. La procédure classique pour accéder à une ressource, donc pour une tâche, c'est d'attendre que le sémaphore soit disponible, d'accéder ensuite à la ressource, puis de relâcher le sémaphore pour le rendre disponible à nouveau. Les sémaphores sous MicroC OS 2 se composent de deux éléments, un compteur, représenté par un entier non signé de 16 bits, utilisé pour contenir le nombre de sémaphores de 0 à 65 535, et une liste de tâches en attente que le compteur de sémaphores soit supérieur à 0. En ce qui concerne la première primitive, il convient de dire qu'un sémaphore doit être créé avant de pouvoir être utilisé. Un sémaphore est créé en appelant OSM_create et en spécifiant une valeur initiale du compteur de sémaphore. La valeur de sémaphore peut donc être comprise entre le 0 et 65 535. Si vous utilisez le sémaphore pour signaler l'occurrence d'un ou plusieurs événements, vous initialiserez généralement le sémaphore à 0. Si vous souhaitez utiliser le sémaphore pour accéder à une seule ressource partagée, vous devez initialiser le sémaphore à 1, c'est-à-dire qu'il sera utilisé comme sémaphore binaire ou mutex. Enfin, si le sémaphore permet à votre application d'accéder à n ressources identiques, alors initialisez le sémaphore avec la valeur n. La fonction qui permet de détruire un sémaphore est la fonction OSMDEL. Elle requiert en premier argument un pointeur vers le sémaphore et en deuxième argument une option. En troisième argument, un pointeur vers un code d'erreur. Attention, c'est une fonction que vous devez utiliser avec prudence car plusieurs tâches pourraient être tentées d'accéder à un sémaphore supprimé. Vous devez toujours utiliser cette fonction avec beaucoup de soin. De manière générale, avant de supprimer un sémaphore, il faut s'assurer que toutes les tâches qui accèdent au sémaphore aient été supprimées. La fonction permettant de mettre en œuvre la fonction V est la fonction OSMPost qui va consister à incrémenter le compteur de sémaphore. Cette fonction ne requiert qu'un seul argument qui est un pointeur vers l'objet sémaphore. Une autre primitive très importante est la primitive OSMPend qui permet de décrémenter le compteur de sémaphore et de bloquer la tâche qui souhaite prendre le sémaphore si le compteur est strictement négatif. Cette fonction, elle prend trois arguments. Le premier argument est un pointeur vers le sémaphore. Le deuxième argument, c'est un timeout, c'est-à-dire qu'il indique un temps après lequel la tâche pourra se débloquer, même si le compteur est strictement négatif. Et le dernier argument, c'est le classique pointeur vers le code d'erreur. Une autre fonction qui peut être utile est la fonction OSMQuery qui permet de récupérer le statut d'un sémaphore, c'est-à-dire d'avoir accès notamment à la valeur du compteur. Cette fonction elle a deux arguments. Le premier argument, c'est le pointeur vers le sémaphore. Et le deuxième argument, c'est un pointeur vers une variable dans laquelle on retournera l'information. Et là, il s'agit en l'occurrence de psemdata. Illustrons le fonctionnement des sémaphores sur un exemple simple. Dans cet exemple, on part du principe que trois tâches souhaitent accéder à une ressource donnée et en même temps. En revanche, on part du principe aussi que cette ressource ne peut être accessible que par deux tâches simultanément. Donc il va se produire un problème. Si l'on regarde le code associé à cet exemple, dans la colonne de gauche, la fonction principale là, consiste à créer les trois tâches, tâche 1, tâche 2, tâche 3. Ensuite, on fait appel à la fonction OSMCreate afin de créer un sémaphore qui sera retourné ici en S1. Le sémaphore S1 aura été préalablement déclaré comme variable globale là, de type OSEvent. Notons que nous fournissons en argument de la fonction OSMCreate la valeur 2
qui signifie que le compteur de sémaphore est initialisé à 2. Si l'on regarde maintenant le code des différentes tâches, nous voyons que chacune des tâches fait appel à la primitive OSMPend en donnant comme premier argument le sémaphore S1 et en second argument un timeout nul. Un timeout nul signifie que la tâche doit attendre indéfiniment tant que le sémaphore n'est pas disponible. Finalement, le troisième argument, c'est le code d'erreur. Regardons maintenant en détail le déroulement de cette application. Dans un premier temps, les tâches créées sont toutes créées dans l'état ready et ordonnées suivant leur priorité. Le compteur du sémaphore est initialisé à 2, comme mentionné précédemment, et l'ordonnanceur va choisir la tâche de plus haute priorité et la placer dans l'état running. Il s'agit de la tâche 1 qui va commencer à s'exécuter et faire appel à la primitive OSMPend, ce qui aura comme conséquence de décrémenter la valeur du compteur S1. Le compteur n'étant pas strictement négatif, la tâche ne va pas se bloquer et va poursuivre son exécution en exécutant les instructions qui se situent après les 3 petits points. Une fois que cette tâche aura terminé son exécution, elle reviendra dans la liste des tâches prêtes à être exécutées ou dans l'état bloqué si celle-ci se met en attente d'un autre événement par exemple. L'ordonnanceur va donc choisir la tâche task 2 pour s'exécuter. Cette dernière va passer dans l'état running et va commencer à exécuter son code qui est similaire à celui de la tâche 1, à savoir qu'elle fera également appel à OSMPend sur le même sémaphore S1. L'appel à cette primitive va donc décrémenter à nouveau le compteur de S1 qui passera maintenant à 0. Le compteur n'étant toujours pas strictement négatif, la tâche va donc continuer son exécution et exécuter aussi le code situé après les 3 petits points. À un moment donné, l'ordonnanceur va choisir d'exécuter la tâche 3. Cette dernière va également faire appel à la primitive OSMPend qui va décrémenter le compteur une nouvelle fois. Le compteur aura donc la valeur 0 moins 1, c'est-à-dire moins 1. À partir de ce moment-là, le compteur étant strictement négatif, la tâche 3 va se bloquer et être insérée dans la file d'attente associée au sémaphore S1. Elle sera automatiquement repositionnée dans l'état ready lorsque le compteur du sémaphore sera revenu positif ou nul. La seule façon pour que le compteur soit incrémenté est qu'une tâche fasse appel à la primitive OSMPost pour libérer un sémaphore et du coup incrémenter le compteur. Voyons maintenant l'utilisation des sémaphores dans le cadre d'un autre exemple qui va permettre de forcer l'ordre d'exécution de fonctions à l'intérieur de tâches. Admettons qu'il existe 2 tâches, tâche 1 et tâche 2, dont le code est donné ici sur la diapo suivante. Nous voyons que la tâche 1, par exemple, consiste en une boucle infinie faisant appel à la fonction foncw et foncy. De la même façon, la tâche 2 exécute respectivement les fonctions foncx et foncz. Si on part du principe que la tâche 1 est la tâche la plus prioritaire, l'ordonnanceur va donc commencer par choisir cette tâche pour l'exécution. Ensuite, il choisira la tâche 2 lorsque la tâche 1 sera bloquée par exemple. Regardons maintenant l'ordre d'exécution des fonctions. On aura donc foncw, foncy, et ensuite foncx, foncz. Le problème que l'on se pose maintenant est de savoir comment forcer l'ordre des fonctions à l'intérieur des tâches pour que l'ordre d'exécution des fonctions soit le suivant. foncw, foncx, foncy, et ensuite foncz. Alors, il faut donc trouver un moyen pour imposer un ordre d'exécution à l'intérieur des tâches. Ceci peut, bien entendu, être réalisé grâce à des sémaphores. Le code permettant de résoudre ce problème est donné sur la diapo suivante. Il fait intervenir 2 sémaphores, S1 et S2,
qui sont créés dans la fonction principale main et qui sont tous les deux initialisés à 0. En ce qui concerne le code des tâches, nous voyons que les fonctions sont encadrées par des primitives faisant appel à des sémaphores, à savoir une opération post et une autre opération pend. Si l'on regarde de plus près ce qui se passe, par exemple dans la tâche 2, nous voyons que cette dernière va faire appel à la primitive OSMPend sur le sémaphore S1, qui passera dans un premier temps à -1 et qui aura pour conséquence de bloquer la tâche. Cette tâche pourra à nouveau se débloquer lorsque le sémaphore repassera à 0, c'est-à-dire quand il sera restitué par une autre tâche. Si l'on regarde maintenant ce qui se passe au niveau de la tâche 1, nous voyons bien que ce sémaphore S1 sera restitué lors de l'appel à OSMPost juste après l'appel de la fonction funcw. Donc ceci forcera donc l'exécution entre funcw d'une part et funcx d'autre part. Funcx devra s'exécuter impérativement après la fonction funcw. De la même façon, la tâche 1 se bloquera sur le sémaphore S2 en attente d'une opération post sur ce sémaphore. Cette opération sera effectuée après la fonction funcx, ce qui aura pour conséquence d'exécuter la fonction funcy après la fonction funcx. Donc je pense que vous avez maintenant compris le mécanisme. Pour résumer, il s'agit en fait de bloquer une tâche sur un sémaphore qui sera libérée par une autre tâche, de manière à forcer l'ordre d'exécution d'instructions à l'intérieur même d'une tâche. Un dernier exemple est représenté ici, sur cette diapositive, et illustre l'utilisation de sémaphores pour protéger une section critique et permettre l'accès à une fonction non réentrante. Pour utiliser le sémaphore, dans le cas d'une protection de section critique, il suffit de l'initialiser avec la valeur 1. En effet, lors du premier appel à la fonction OSMPend, le compteur du sémaphore va donc être décrémenté et passer à 0, ce qui va avoir pour conséquence de ne pas bloquer la tâche. En revanche, si une autre tâche essaie d'accéder à cette section critique, le sémaphore passera dès lors à -1, ce qui aura pour conséquence de bloquer la tâche. Donc une fois que la section critique aura été exécutée, le sémaphore pourra être relâché par la primitive OSMPost et tout se passera correctement. Donc, voilà donc pour cette vidéo sur la mise en œuvre des sémaphores dans le système d'exploitation MicroCOS 2. Je vous remercie de l'avoir regardé et vous dis à très bientôt.